Eh bien les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thread paranormal. Mais cette fois, ça ne sera pas sur les SCP, parce que les threads sur les SCP, je ne les fais que avec mon ami Guigui. Voilà, donc aujourd'hui on va parler plutôt de faits réels qui se sont vraiment passés il y a des années un petit peu plus en arrière. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez de la bouffe? Est-ce que vous avez assez pour toute une nuit de pure terreur? Alors installez-vous bien dans votre petit lit, éteignez la lumière, ou alors une petite lumière tamisée. Et bienvenue dans le premier épisode du monde du paranormal. On commence tout de suite avec l'histoire de David McCollum et son jeu de Ouija. Pour la petite information, le Ouija est un jeu complètement paranormal pour pouvoir invoquer des esprits et pouvoir parler avec des personnes qui sont mortes. Voilà. Nous commençons quelques jours avant Noël 1995 dans le quartier de Mayor à Londres. David McCollum aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael Eridge et Stephen Callan, accrochent à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami quelques années de plus qu'eux. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres tous consacrés au tueur en série de Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. Et ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même voulons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Oui, logique, vu qu'ils ne connaissent pas, ils doivent accepter. De Nice arrivé, les quatre jeunes prennent place. Assis à même le sol autour du plateau de Ouija, selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rock, McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denise, qui maintient tant bien que mal. Stephen, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. « Arrête, David! Mais arrête-toi! Il est mort !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils sont décidés à le transporter dans le coffre de la voiture. Ils se débarrasseront dans une décharge plus tard. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa corruption en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Le juge le fit enfermer à vie à l'hôpital Broadmoor, un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Et voilà pour la toute première histoire d'horreur. Ouais, c'était pas ouf. Donc voilà, c'était une petite histoire de Ouija qui n'est pas foufou, qui n'est pas fofolle bien sûr, mais voilà. Donc c'est sûr que le Ouija ne reproduisez jamais ça. Ce jeu, ne le faites jamais chez vous parce que c'est extrêmement dangereux. Vraiment.
je vous déconseille fortement de le faire parce que la preuve, il y a des gens vraiment qui sont partis en hôpital psychiatrique, d'autres gens qui sont morts. Voilà, donc c'est vraiment pas un jeu de faire ça. Super, je parle. Hein. Maintenant, passons à la deuxième histoire. Et celle-là, je peux vous dire qu'elle sera ultra intéressante parce que c'est une légende urbaine. C'est la légende du loup-garou. Et oui, parce que j'étais obligé de faire cette légende dans mon deuxième Stray d'horreur. C'était obligé. On est parti. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou ayant d'ordinaire une apparence humaine se transforme en un loup énorme avec des sens surdéveloppés. Il acquiert les caractéristiques d'un loup, donc puissance musculaire, agilité, ruse et férocité. Il chasse et attaque sans merci ses victimes pour les dévorer. Ne contrôlant pas plus ses faits et gestes, il peut tuer de nombreuses personnes en une seule nuit. Les gens se sont mis à chasser les loups s'en protégeant avec de l'eau bénite et les tuant avec des balles en argent. Les loups-garous souffraient de la même répulsion que les vampires pour les choses sacrées et étaient considérés comme des créatures du diable. Oui, parce qu'il faut savoir que les loups-garous ont été vraiment des êtres vraiment des pires cauchemars. Quoi. Ils se multipliaient en mordant. La malédiction commençait dès la première victime, dès la première pleine lune, après la morsure de la victime. Une fois la pleine lune passée, les loups-garous pouvaient conserver quelques caractéristiques animales, telles une modification de leur voix et de leurs yeux, les sourcils se rejoignant au-dessus du nez, des ongles légèrement rougeâtres, les majeurs un peu plus longs, les oreilles implantées un peu plus bas en arrière de la tête, et de façon générale un peu plus de poils sur les mains, les pieds et dans le dos. Voilà. Donc les gens ont un peu plus de caractéristiques des loups-garous. Première nuit. Le loup-garou est un homme vivant, métamorphosé ou un corps qui sort de la tombe sous la forme d'un loup-garou connu ou sous le nom de loup-garou fantôme. On croyait que le corps métamorphosé était celui d'une âme damnée qui ne trouvait pas le repos dans sa tombe. Voilà. Donc les gens, dans la légende, croyaient que les loups-garous qui sortaient des tombes étaient des âmes qui ne trouvaient pas la paix, qui ne pouvaient pas monter dans l'au-delà. À partir du XVe siècle, les légendes en Scandinavie et en Russie occidentale et en Europe centrale font état de l'existence de filtres magiques pouvant aider les loups-garous à retrouver leur aspect humain. Maintenant, vous avez quelques idées pour les loups-garous, sur les loups-garous. Voilà, donc là, déjà 2 histoires d'horreur. Est-ce qu'on n'en ferait pas une petite troisième pour vous faire plaisir? Si, je le vois bien. Allez, c'est parti pour la 3e histoire. Passons du coup à la 3e histoire et dernière histoire de ce Stray d'horreur. L'histoire se passe à Lyon, en France, en 1994. Nathalie termine son service d'infirmière un soir à 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues désertes. Très vite, elle se rend compte que quelqu'un commence à la suivre également en voiture. Et la voiture la suit de près. Au moment de dépasser la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout, et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et crier « Enfermez-vous et appelez la police !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un coup d'œil dehors, par la fenêtre, pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, en train d'attaquer sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Mais est-ce que la fin
c'est bien fini, enfin mieux fini, ou alors Nathalie est morte ce jour-là. En tout cas, on est sûr que l'homme est mort. Ouais, je laisse un peu de suspense quand même, hein. Mais est-ce que Nathalie est morte ou pas? Eh bien, ce n'est que plus tard que Nathalie comprendra ce que s'est réellement passé ce jour-là. L'homme de la voiture essayait de la sauver. Il y avait un homme. En fait, le gars de la voiture a vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et le poursuivant a essayé de prévenir Nathalie. Sauf que le gars en a payé de sa vie. Ouais. Et oui. Parce que dans le monde, il y a énormément d'injustice et cette fois, la justice était là. Et ouais. Bon, voilà. Et bah, j'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les traits d'horreur vous ont intéressé, vous ont passionné. Si vous voulez m'envoyer des commentaires pour que je puisse faire d'autres traits d'horreur, allez-y, faites-vous plaisir. Donnez-moi des idées dans les commentaires. Et puis, de toute façon, j'ai d'autres idées. Hein, j'ai encore plein de traits d'horreur dans ma petite réserve d'horreur. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres traits d'horreur. N'hésitez pas également à vous abonner, à lâcher des pouces bleus qui pourraient m'aider parfaitement dans mon futur projet YouTube. Et voilà, en fait, cloche de notification, abonnement, tout ça. Et la semaine prochaine, je ferai un stray d'horreur, du coup, de SCP. Voilà, donc la partie 2 du coup, de la vidéo. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et donc on se dit à bientôt les amis. Salut à vous!